Quelle est la place du carbone sur Terre, dans le monde vivant? Dans cette petite vidéo, je vais tenter de vous faire entrevoir l'importance de cet élément, que ce soit son rôle dans le monde vivant, ainsi que sa place et son cycle sur Terre. Symbolisé par la lettre C, il est le 6e élément de la classification périodique des éléments. C'est aussi le 14e élément le plus abondant sur Terre. Il représente 0,2% de la masse totale de notre monde. C'est si ce n'est l'élément le plus important de la vie sur Terre. En effet, 94% des molécules organiques contiennent du carbone. Le terme même de composé organique se réfère exclusivement à des composés chimiques contenant du carbone. Le carbone, avec l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, ces 6 éléments, à eux seuls, forment 99% de la biomasse sur Terre, c'est-à-dire l'ensemble de la masse des organismes. La plupart de cette masse est sous forme d'eau. Pour donner un ordre de grandeur, chez Homo sapiens, nous sommes composés de 65% d'eau, ce qui représente pour une personne de 70 kg 45 litres d'eau. Cette proportion d'eau varie d'une espèce à une autre. Pour le carbone, lui, va constituer le squelette des biomolécules. On distingue 4 types de biomolécules: les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Les glucides sont une source d'énergie, comme le glucose. Les lipides sont aussi une source d'énergie, mais elles jouent aussi un rôle de structure. Par exemple, les phospholipides sont un constituant de la membrane cellulaire. Les protéines, quant à elles, jouent un rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'elles vont accélérer et favoriser des réactions chimiques et biologiques. Par exemple, l'amylase, qui est une enzyme, va dégrader l'amidon en glucose. Enfin, il y a les acides nucléides qui, eux, sont des constituants de l'ADN des ARN. Concernant l'implication du carbone dans l'énergie chez les organismes, le carbone a 2 origines possibles. Il y a le carbone minéral, comme le CO2. Les organismes sont dits alors autotrophes vis-à-vis du carbone. Ils sont capables d'extraire le carbone de leur environnement pour fabriquer de la matière organique. L'autre origine du carbone, c'est l'origine du carbone organique. On dit alors que les organismes sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone. Et eux ne savent pas synthétiser de la matière organique. La seule chose qu'ils savent faire, c'est l'appliquer. 2 exemples de production d'énergie, la photosynthèse et la respiration. Sans transition, nous allons passer à une autre échelle, celle du globe. Tout comme l'eau et n'importe quel élément, le carbone circule sur Terre. Sous diverses formes, il reste et transvase entre divers réservoirs, dont la taille est la gigatonne de carbone, le milliard de tonnes de carbone. Ce carbone reste un certain temps dans les réservoirs. C'est le temps de résidence, compté en années. Les tuyaux entre ces réservoirs, ou flux, sont mesurés en gigatonnes de carbone par an. Autre notion, il est important de comprendre les notions de source et de puits de carbone. Entre nos 2 réservoirs ici, nous avons des échanges. Les flux sont à l'équilibre. Il y a autant de carbone sortant que rentrant entre les 2 réservoirs. On parle de puits de carbone lorsqu'il y a plus de carbone sortant que rentrant. Le réservoir 2 est un puits de carbone pour le réservoir 1. Inversement, on parle de source de carbone lorsqu'il en rentre plus qu'il n'en sort. Le réservoir 2 est une source de carbone pour le réservoir 1. Notez bien que ces notions sont relatives. Ce qui est un puits pour l'un est une source pour l'autre. Pour mieux imaginer tout ça, remplacez ces réservoirs par des porte-monnaies. Où dépensez-vous vos sous et comment en gagnez-vous? Sur Terre, il y a 4 réservoirs. L'atmosphère, l'hydrosphère, avec les lacs, les rivières et surtout l'océan de par la taille, la biosphère, les êtres vivants, et la lithosphère, les roches. Petit quiz pour vous. Selon vous, quel serait le plus petit réservoir? Le plus grand? Je vous laisse réfléchir. Réponse: ce sont des estimations. Le plus petit réservoir est l'atmosphère, contenant seulement 720 gigatonnes de carbone. Vient ensuite la biosphère, avec 2000 gigatonnes de carbone. Ensuite, nous avons l'hydrosphère, avec 38 400 gigatonnes de carbone. Et enfin, la lithosphère, avec 75 millions de gigatonnes,
incluant les énergies fossiles avec 4130 gigatonnes. À l'échelle globale, on note deux grands cycles. Ils diffèrent notamment par le temps pour réaliser un cycle, ainsi que les flux et la forme que prend le carbone. On a le cycle long, qui lui prend des milliers voire des millions d'années pour se réaliser. Le carbone est à la fois sous la forme organique et inorganique, CO2, calcaire, hydrocarbures, etc. Ce cycle est purement physico-chimique, thermodynamique. On a le cycle à court terme, qui lui se réalise sur l'échelle du siècle. Il se focalise notamment sur les interactions biologiques, d'où la forme majoritaire du carbone sous forme organique. Biomolécules, tout ça. Ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon très succincte ce qui se passe dans le cycle. C'est juste pour que vous ayez une image un peu plus claire de ce qui se passe dans les cycles. Je tiens à préciser également que là, je vais évoquer seulement les flux naturels, sans les émissions dites anthropiques issues des activités humaines. Commençons notre histoire dans l'atmosphère. Le carbone gazeux est principalement sous la forme de CO2, en moindre mesure sous forme de méthane. Son temps de résidence est d'environ 100 ans. Les principales sources atmosphériques en CO2 non anthropiques sont issues de la respiration et du volcanisme. Pour les puits, c'est la photosynthèse. Il y a également l'équilibre de pression en CO2 entre l'océan et l'atmosphère. C'est quoi cet équilibre ? Il est basé sur un principe physique plutôt simple. Le CO2 gazeux de l'atmosphère se dissout dans l'eau de mer. Ce phénomène dépend majoritairement de deux facteurs, la température et le pH de l'eau. À pH tamponné, qui ne varie pas trop, le CO2 est plus soluble dans l'eau de mer froide que dans les eaux chaudes. Ainsi, la dissolution du dioxyde de carbone devient plus importante quand on s'éloigne des eaux tropicales et équatoriales et qu'on se dirige vers les eaux froides arctiques et antarctiques. Nous nous retrouvons dans l'hydrosphère, les lacs, les rivières et l'océan surtout de par sa taille. Le temps de résidence du carbone océanique dépend de sa localisation. Il est de 200 à 300 ans dans les eaux de surface et de 1000 ans dans les profondeurs. J'en reviens à mon histoire d'équilibre de pression de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. En réalité, le dioxyde de carbone dissous reste pour un temps dans l'océan avant d'être relâché dans l'atmosphère. En effet, l'eau océanique froide et sursalée, qui est plus dense, plonge jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Elle chemine ensuite suivant un long courant océanique pour remonter vers les régions intertropicales pour dégazer. Le périple dure environ 1000 ans. Ainsi, le CO2 dissous reste temporairement dans l'océan avant de retourner dans l'atmosphère. La circulation convective de l'océan mondial suscite une réémission de ce gaz-là où l'eau s'est réchauffée. Les organismes marins, de par la respiration, émettent du CO2 dans l'eau. Cette émission de CO2 est compensée par la photosynthèse, notamment des cyanobactéries et du phytoplancton. Cette activité photosynthétique intense participe grandement à la formation de carbonates, notamment de carbonate de calcium. Cette activité est telle qu'elle est visible depuis l'espace. Sur cette photo satellite au niveau de la Bretagne en France, on voit en bleu clair un bloom de Coccolithophoracées. Ce sont des phytoplanctons, tels que l'espèce Emiliana, dont chaque individu mesure 5 micromètres. Vous imaginez le nombre d'individus ? Comment ce bloom est immense ? C'est incroyable. Autre moyen de séquestration du carbone dans les océans, la formation de carbonate et de bicarbonate. Le CO2 dans l'eau va réagir directement avec celle-ci. Et les équilibres de ces réactions vont dépendre grandement du pH de l'eau. Ceci est une chaîne de réactions chimiques. Pas de panique, je suis là pour vous expliquer. Le CO2 se dissout dans l'eau, avec laquelle il réagit formant de l'acide carbonique, lui-même pouvant se dégrader en bicarbonate et en ion hydrogène, puis en carbonate. Les réactions sont réversibles et le système évolue dans un sens suivant le pH de l'eau. Dans un milieu plus acide, avec des excès d'ions H+, le système évolue vers la gauche. Le CO2 se dégage donc lentement dans l'atmosphère. L'inverse se produit si une réaction alcaline du milieu tente à neutraliser les ions plus. Du CO2 atmosphérique se dissout alors lentement dans l'eau. Réciproquement, un apport de CO2 fait évoluer le système vers la droite.
donc conduit à une augmentation de la concentration en ion H+, autrement dit une diminution du pH. Le temps de résidence du carbone dans la lithosphère est très long, de l'ordre du million d'années, 350-400 millions d'années. Et les principales formes qu'on trouve, c'est notamment les carbonates de calcium ou calcaire. Les falaises, le sol calcaire, la craie, tout cela, c'est des vestiges de réactions photosynthétiques océaniques datant d'ères géologiques anciennes. Nos petits coccolithophoracées de tout à l'heure sont enveloppés de tests qui fabriquent à partir de carbonates. Et c'est ces carbonates, ces tests, qui vont sédimenter au fond de l'océan pour former les falaises. Pour ce qui est des énergies fossiles, pétrole, charbon, tout ça, c'est également de la matière organique non décomposée qui a été enfouie. Et suite à des transformations via la température et les pressions, ont donné ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette matière organique enfouie date d'ères géologiques également très anciennes, notamment durant le Paléozoïque, donc les ères primaires, le Carbonifère. Le volcanisme est une autre forme de réémission du CO2 dans l'atmosphère. La boucle est bouclée. Je ne vais pas évoquer dans cette vidéo la biosphère. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Notez juste que le temps de résidence est d'environ 11 ans. Le temps de traverser les chaînes alimentaires. Nous, les êtres humains, de par nos activités, rejetons du carbone dans l'atmosphère. La combustion de matières fossiles, la déforestation, l'agriculture, les transports, l'industrie, tout cela sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Petit rappel sur l'effet de serre. De façon très simple, c'est un phénomène par lequel les gaz naturellement présents dans l'atmosphère vont retenir la chaleur émise par la planète ainsi que la lumière du soleil. C'est grâce à ce phénomène que la température moyenne sur Terre est de 15 degrés. Sans ce phénomène, elle serait de moins 18 degrés. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, notamment due à sa grande quantité dans l'atmosphère. Cependant, elle ne varie presque pas, même avec les activités humaines, ce qui n'est pas le cas des autres gaz à effet de serre, CO2, méthane, etc. De plus, malgré le fait qu'ils aient une concentration certes faible par rapport à la vapeur d'eau, leur pouvoir de réchauffement est beaucoup plus important. Vous ajoutez l'augmentation significative des émissions en CO2 dans l'atmosphère, plus le temps de résidence du carbone dans l'atmosphère qui est de 100 ans, ainsi que le temps de réaction et de captage des puits, vous obtenez un effet de serre accentué. Il fait plus chaud. L'homme accentue l'effet de serre de par ses activités. C'est un fait. Les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre en 2019 selon le rapport Chiffres clés du climat France, Europe et Monde, qui est consultable sur internet via le site du ministère, je mettrai le lien en description. Dans le monde, à 41%, c'est dû à la production d'énergie via la combustion, pétrole, etc. S'ensuit les transports à 24%, et ensuite il y a l'industrie à 19%. Il reste 6% pour l'énergie hors électrique, 6% pour les résidences et 4% pour les autres secteurs, déchets, etc. Dernière donnée, toujours en 2019, selon ce rapport, les émissions ont atteint 38 milliards de tonnes de CO2. Cette valeur a été multipliée par 2,4 depuis 1970. Ça veut dire que depuis 50 ans, les émissions ont plus que doublé. Et elles sont notamment dues à 38% de la combustion de charbon, contre 30% pour le pétrole et 19% pour le gaz naturel. Et après vient le reste. Donc ouais, il reste du travail à faire pour réduire nos émissions. Voilà, c'était cette petite vidéo pour présenter vaguement ce qu'était le carbone, donc son importance dans le monde vivant, ainsi que sur Terre et sur Cycle. Donc j'espère que vous voyez un peu mieux que c'est complexe et que le carbone c'est important, malgré ce qui se passe, et que ça reste à nous, humains, de mieux penser notre société et essayer de réduire nos émissions, qui sont faisables dans notre quotidien, et aussi d'autres procédés industriels et tout ça, même si reste toujours des choses compliquées à mettre en place et qui demandent du temps.
Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à liker et à commenter pour m'aider à progresser, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!